Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Progrin. Les sujets principaux qu'on va parler vont tourner autour des seuils IP. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder est surtout le désherbage dans le seuil IP. Je vais être accompagné dans ce podcast-là par mon collègue Alexandre Baudouin. Salut Alex. Salut. Avec producteur Michael Enrard de Ferme Enrard. Salut Michael. Salut. Avec Maxime Côté de Marc Lemoine Entreprise. Ça va bien, Maxime? Salut. Ben oui, ça va. Fait que c'est ça, comme je disais, on va parler surtout du sujet désherbage. Maxime, je vais te laisser commencer à nous présenter un peu, t'emmener une bière de ta région. Je vais te laisser présenter la bière. Ouais, ben il y en a quelques-unes, on voit sur la table, là, mais c'est une microbrasserie à Glen Robertson en Ontario, juste collée sur le bord des lignes du Québec, puis c'est Wood Brother. Puis je sais qu'il y a des ratings pour les microbrasseries. Je sais qu'ils ont quand même bien scoré dans les dernières années là, pour les classages, je pense, au Québec ou au Canada. Là. Fait que c'est des très bonnes bières, des bonnes bières IPA, puis on a des petites bières half-bake qu'ils appellent, les comme smoothies. Là. Ouais, j'étais pas trop sûr, puis je suis quand même content de mon choix. Fait c'est pas mal bon, ouais. Fait que plusieurs sortes, on va pouvoir goûter ça à travers le podcast. Comme je disais, à date, je suis pas déçu de la mienne, fait que on va pouvoir goûter ça et tout. Si on commence, bienvenue Michael. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'entreprise Ferme Enrard, un peu de votre entreprise? Oui, notre entreprise, on est une ferme de grande culture. On fait du maïs, du soya, du blé. On a aussi un volet pommes de terre. Mon frère s'occupe de tout ce qui est ferme de patates. On a un digesteur aussi en plus dans tout ça. Ça fait... mon père il est arrivé au Canada en 82, fait que c'est une ferme familiale depuis plusieurs années. On fait environ 3300 acres de maïs, 1200 de soya IP, 200-300 acres de blé par année, puis 500 acres de pommes de terre. On essaie de faire une rotation. On a joué beaucoup avec les rotations dans les dernières années, là, puis on essaie d'améliorer à chaque année pour être plus performant puis trouver la meilleure solution, la meilleure sauce à notre produit. Là. Tu disais que tu faisais 1200 acres de IP. Ça fait... T'es-tu capable de combien de temps vous en faites du seuil IP sur la ferme? Depuis toujours, vraiment. Là, depuis avant mon temps, on peut dire là, qu'on a toujours fait des variétés IP. Déjà, on faisait des variétés où on faisait notre propre semence. Puis, on a commencé à travailler avec Progrin. On travaillait avec différentes compagnies. Puis, on a déjà essayé un peu avec du Roundup dans des champs vraiment problématiques. Mais faire les deux en même temps, là, ça devient vraiment compliqué, ça ouvre la porte là, à l'erreur humaine. Là. Fait qu'on essaye, tant que ça fonctionne comme ça, on essaye de tout garder IP avec une couple de variétés différentes. Ouais, puis je pense que ce que Michael a dit qui aide un peu on va parler de désherbage, là, c'est au niveau des rotations de culture. Là. Toutes les cultures, pommes de terre, blé, soya, maïs, ça nous aide beaucoup pour garder les champs à une certaine propreté pour faire du soya IP. Qui facilite un peu la gestion dans tous ces cas. Ouais, ça facilite d'un côté. De l'autre côté, les pommes de terre compliquent aussi pas mal. Ça nous empêche de mettre certains produits. Fait qu'il faut planifier. Faut avoir une bonne planification de rotation parce que des fois, le choix que tu fais cette année influence dans 2 ans ou 3 ans. Là. Fait que des fois, je pose la question à mon frère, c'est dans 2 ans, là, le champ, tu vas-tu aller dans le coin là? Tu vas pas aller dans le coin là? Fait que c'est beaucoup de choses de penser à l'avance. Sinon, tu te tires une balle dans le pied, c'est ça, 2 ans plus tard. Toi, ton rôle dans l'entreprise, c'est plus côté grande culture? Tu vas aussi t'occuper du côté pommes de terre ou c'est vraiment grande culture. C'est vraiment on s'occupe chacun de notre côté. Puis les pommes de terre, les 500 acres de pommes de terre sont autant d'ouvrages que les 4500 acres de grande culture. Là. Fait que lui aussi, il y a beaucoup de logistique. Puis fait que quand je lui pose la question pour les herbicides, les choses qui affectent les pommes de terre, il dit hey, c'est important. On fait des patates, il faut faire comme il faut. C'est pas beaucoup de surface, mais ils sont très sensibles. Là. Fait qu'on essaie de prioriser cette culture-là là, pour que ça soit tout le temps dans des conditions idéales. Que tout fonctionne à travers tout ça. Ouais. Puis ça fait combien de temps que tu es sur la ferme que tu as commencé à t'impliquer? Vraiment, j'ai grandi sur la ferme, fait que j'ai toujours travaillé sur la ferme. À un moment donné, j'ai été travailler dans un autre domaine, ça fait 15 ans que je suis revenu vraiment, 12 ans, quelque chose du genre, vraiment à temps plein.
Puis j'ai toujours été l'heureux volontaire de s'occuper du soya. Au début, mon père semait le maïs, puis je m'occupais du soya. Fait que ça a été vraiment ma première responsabilité là, parce qu'on fait vraiment... on sème les patates, le maïs puis le soya avec 3 équipes différentes. Fait qu'on fait tout chacun de notre bord un peu. Puis avec le temps, quand l'entreprise a grandi, j'ai continué à juste à semer le soya moi-même parce que le maïs, c'est trop de temps. J'ai pas le temps de gérer toute l'entreprise puis être sur le planteur à maïs. Fait que c'est toujours moi qui s'occupe du soya, du désherbage, du scouting aussi. Là, Fait que t'es vraiment le spécialiste de A à Z sur la ferme dans le soya IP. Ouais. On peut t'appeler comme ça. C'est ça. Entre autres. Comment s'est passée votre année 2023? Ça a été quoi comme saison chez vous? 2023, ça a commencé sec. Après ça, ça a été humide. Fait que ça fait une couple d'années que les printemps secs là, pour le soya, ça complique un peu les herbicides là, qui fonctionnent moins bien. Après ça, il y a eu l'histoire de la moisissure blanche là, qu'on se demandait si elle allait en avoir ou pas. Dans notre cas, ça s'est quand même bien passé. On en a eu un peu, là, plus que dans les dernières années, mais pas tant. De là à dire que vous avez eu des pertes ou quoi que ce soit, ou un petit peu? Il y a des pertes, c'était des ronds. Il y avait des places il y avait des ronds, puis sinon il y en avait un peu à des surfaces assez grandes, fait que c'était pas coupé au couteau comme certaines années. Là. Ouais, dans les coins de champ aussi, où que probablement le soya, on avait des petits overlaps de semis où ça l'écrase un petit peu plus aussi. Là. Ouais, c'est ça. Quelques ronds que c'était pire. Puis même ce printemps, des fois je me mélange entre les années, mais c'est ce printemps qu'on a semé du soya, puis à l'émergence au Cotilédon, on avait eu des gelées. Ouais, ça a passé proche. Même on commence à semer de bonne heure parce qu'on a des terrains légers à Curran. Fait que ça a été, je pense, mes premiers soya semés dans la région là, cette année, là, puis qui commençaient à émerger quand on a eu des gelées. Là. Quand même. Ouais, ça fait une couple d'années là, qu'on passe proche. Fait j'essaie, plus ça va, j'essaie de semer tôt, mais une fois que j'en ai un peu de semé, là, je ralentis, je me dis, regarde, on va espacer le risque, puis je pense que c'est bénéfique. Là, mais, T'as des régions moirisses, là, mais on l'a vécu il y a 3-4 ans dans la région de Québec, puis même le centre du Québec, il y a plusieurs milliers d'arbres qu'on a ressemés à cause du gel. Là. Ah ouais. Toujours à faire attention. Ouais, c'est ça. Surtout, si tu sèmes le 15 mai, tu te dis, ça a gelé, c'est normal de semer cette date-là. Mais quand tu pousses un peu plus tôt, puis il gèle, tu te dis, c'est un peu de ma faute. On a eu un printemps assez sec pour débuter la saison. Fait que tous nos résiduels ont quand même une efficacité un peu moindre qu'on pourrait dire que d'autres années. Puis on s'est quand même très bien tiré pour le contrôle des mauvaises herbes, moi je trouve, cette année. Là. Même à la ferme. Ouais, en bout de ligne, là, à chaque année, quand on est sur... Il y a un moment que tu te dis, bon, si ça marche pas, on fera un brûlage avant la récolte. Puis ça fait longtemps que j'en ai pas fait quand même. Là. Fait que le plan C, là, il arrive pas trop souvent. C'est des bonnes nouvelles dans ce temps-là. Ouais. Mais des fois, tu patines, par exemple. Là. C'est frustrant là, quand c'est beaucoup de dépistage. Puis une fois de temps en temps, tu dis, hey, j'avais été voir, je pensais avoir pris la bonne décision, puis là, ce coin-là, je l'ai échappé. Là. Ça, c'est dur de voir arc par arc, puis ça peut qu'il y ait un échappé dans un arc ou deux. Puis vu qu'il y a des terrains légers avec des rotations de pommes de terre aussi, les mauvaises herbes germent très vite. Là, fait qu'il faut le dépistage, il faut qu'il soit fait en temps, puis on a une moins grande latitude, on peut dire, dans ces types de sols-là que des terrains argileux. Là. Okay. On passe, puis on dirait qu'il n'y a pratiquement rien, puis on repasse une semaine après, puis il y a un beau petit tapis de chou gras où l'herbe à poux elle commence à sortir. Là, on a quand même des bons défis dans le désherbage chez Ferment Rare. Ouais, ça va vite. Il faut vraiment connaître les sols. Là. Une fois que tu connais tes champs, tu perds un peu moins de temps parce que tu vas voir aux places où ce que c'est pire. Fait que tu te dis, OK, s'il n'y en a pas là, il ne devrait pas en avoir dans cette région-là. Tu commences à les connaître beaucoup plus, là, tes coins problématiques. Ouais, les coins problématiques, tu te dis, OK, ça représente ce type de sol-là. OK, fait que s'il n'y a pas de problème dans ce type de sol-là, probablement que ce champ-là est correct aussi. Et le contraire, OK, une année que la terre noire, c'est plus problématique, tu dis, là, il y en a aussi. Puis l'historique, dans la rotation aussi, là, des fois, avec les rotations de patates, on coupe des champs en deux. Des fois, tu le vois, c'est coupé au couteau. Là, je peux voir les chemins là, qui n'avaient pas mis d'herbicide.
qui a plus un historique de mauvaises herbes parce qu'ils les ont pas tués dans les patates. Là, tu les vois quand tu te promènes dans le champ. Là, Juste pour confirmer, tous les arrosages, vous les faites à forfait, vous les faites chez vous-même. On fait tout nous-mêmes. Vous êtes tous vous-même. Ok. Ouais. Ok. Fait que, Sinon, Maxime, toi, ta saison, ça a bien été dans l'ensemble, 2023, si on résume? Ouais, ben on est gâtés, je pense, depuis 3 ans. On a des beaux printemps. Fait que pour les travaux du printemps, je pense qu'on a été assez gâtés. Là, on souhaite pas, on dit 3 ans de suite avec des beaux printemps. Peut-être le printemps qui s'en vient va être humide, là, mais on va y goûter. Là, mais... Non, des beaux printemps, les travaux se faisaient bien. Puis je pense au final, on a eu des belles récoltes. Là. Je pense que les récoltes de maïs dans notre région, ça a été, une récolte exceptionnelle. Là. Meilleur que la moyenne. De loin. De loin. Ouais. Puis au niveau des désherbages, si tu regardes la moyenne de tes clients puis tout ça que tu suis, ça a-tu été quand même bien ou Les désherbages cette année, le premier traitement qu'on fait souvent en prélevé dans le soya IP, le résiduel, n'a pas très bien fonctionné. Ok. Puis quand on est arrivé pour faire notre deuxième traitement, surtout vers la mi-juin, ben on a bien contrôlé les mauvaises herbes, puis les pluies sont arrivées par la suite. Fait que les cultures où le soya a bien compétitionné les mauvaises herbes. Fait qu'on a eu des champs relativement propres cette année. Ok. Malgré que le premier traitement n'a pas été aussi efficace que d'autres années. Permis de récupérer avec le Ouais. deuxième. Ouais. Super. Fait que si on rentre un peu plus dans le sujet aujourd'hui qu'on voulait parler des herbages, j'avais dans la tête ma première question à te demander si c'était plus facile ou plus difficile de contrôler les mauvaises herbes dans le soya IP. Je me doute déjà de ta réponse. Que j'irais plus d'un sens, c'est selon toi, c'est quoi les plus grands défis justement dans le contrôle des mauvaises herbes en faisant du soya IP par ton expérience? Ouais, ben c'est certainement que les fenêtres d'application sont beaucoup plus petites. Parce qu'il faut que tu frappes la mauvaise herbe quand elle est vraiment petite. Fait qu'il faut que tu sois d'avance, mais pas trop tôt parce que sinon il y a beaucoup de traitements contact par la suite. Là. Fait que vu que ta fenêtre est plus serrée, puis tu fais le calcul, tu fais tout le temps le calcul, ok, c'est quoi mon coût d'herbicide si je ferais du Roundup versus du IP? Fait que tu dis, ok, si tout va bien dans le plan A, t'es gagnant, c'est sûr que c'est plus rentable. Puis tu dis, si tu l'échappes, là tu deviens kiff-kiff ou dans le négatif. Fait que tu veux pas l'échapper, tu veux pas faire un traitement pour rien. Puis des fois, il y a des traitements qui affectent ton rendement aussi. Fait que faut vraiment aller voir souvent puis prendre les bonnes décisions. C'est de voir qu'est-ce qui est là, puis 2, d'avoir les bons conseils pour savoir c'est quoi la meilleure solution, le moindre mal, pour pas mettre une dose trop forte quand t'en as pas besoin, puis de faire le bon mélange pour que ça marche du premier coup. Là. Fait que c'est aller voir vraiment souvent, partout, pour pas l'échapper. Pas quand t'arrives proche de la fermeture des rangs, là, pas abandonner, parce que des fois, il y a une autre petite shot à redonner par la fin là, pour corriger. Puis d'être prêt, là, d'avoir la machinerie puis le temps pour le faire dans les bonnes conditions. Parce que c'est ça qu'on a travaillé avec Maxime beaucoup dans les dernières années. Là, c'est souvent, ok, oui, ça c'est le bon produit, mais faut que tu le fasses dans les bonnes conditions. Appliqué au bon stade de la mauvaise herbe, les bonnes conditions, que la plante ne soit pas en stress hydrique, le bon stade. Il y a plusieurs, des fois la bonne pression, le bon volume d'eau. C'est plus juste le produit. Maintenant, on a des mauvaises herbes qui sont tellement rendues plus... on en a des résistantes, on en a des plus tolérantes aussi. Là. Fait que c'est plus juste mettre le bon produit, c'est mettre le bon type d'huile si jamais on est en sécheresse, attendre le matin pour traiter ou attendre le lendemain d'une pluie. Fait que le timing d'arrosage en vaut pour beaucoup. Puis nous, on fait du forfait d'arrosage aussi, puis on le voit que une arroseuse qui fait du forfait dans l'IP fait pas le même nombre d'heures qu'une arroseuse fait dans le Roundup parce que notre timing, notre plage pour arroser est plus courte. Fait que pendant les semaines qu'il faut traiter, là, ça court, là, puis après ça, quand la mauvaise herbe est rendue trop grosse, mais on la contrôle plus. Fait qu'on a manqué notre coup. Là. Fait que c'est pour ça qu'on, par arroseuse, nous on le voit, que ceux qui sont dans l'IP, on fait moins d'ancrage qu'une arroseuse dans le glyphosate là, ou le soya Roundup Ready. C'est ça, la majorité du temps, la première étape, c'est de trouver ton problème, voir dans tout le champ. Là, moi, je me promène beaucoup en moto là, pour faire, pas aller voir juste au bord du champ, puis faire une moyenne. C'est comme, ok, c'est quoi la moyenne? Parce que c'est sûr, le stade de la mauvaise herbe, mais il y en a des milliers de mauvaises herbes, là. Il y en a des petites, il y en a des plus grosses. Fait que là, tu essaies de faire une moyenne. Ok, celle au bord de la route, là, elle est plus grosse, mais je l'ignore. Ok. Après ça, c'est est-ce que j'ai une belle fenêtre pour arroser X produits
prochainement. Puis là, tu fais la décision. Est-ce que j'attends d'avoir une meilleure fenêtre puis que la mauvaise herbe va être plus grosse, ou je le fais tout de suite parce que les conditions vont être pires, ou que la mauvaise herbe va être trop grosse. Fait que c'est tout le temps un peu d'essayer de doser ça. Là, c'est tous des petits détails là, un peu abstraits qu'il faut que tu essaies de bien maîtriser. De bien maîtriser, ouais. Ouais, parce que souvent, quand on fait le dépistage, on se fait un plan A, B, C, dépendamment si on décide d'y aller avant la pluie, après la pluie ou... C'était un peu ma question que je voulais vous poser, c'est le dépistage, t'en fais, toi, Michael, de ton côté, est-ce que vous en faites aussi à deux, tu sais, en conjoint pour être sûr de peut-être voir plus de terrain, d'avoir justement plus des discussions sur OK, on a ça à régler immédiatement, et ainsi de suite. C'est comment que vous l'approchez, ça? Ben, moi, ça fait quoi, 2 ans que c'est plus moi, puis non... parce qu'avant, c'était plus mon patron, Marc, qui suivait avec toi. Ça fait 2 ou 3 ans que c'est moi. Ouais. Souvent, moi, j'arrive, puis Michael a déjà dressé un certain plan de match, de dire il y a un problème là, voilà. Ouais. Vous allez revoir on ensemble. va revoir, puis on les redépiste tout. Puis souvent, ben nous, on a un peu plus d'expérience par rapport au stade ou par rapport au type de mauvaise herbe, où des fois, on a l'œil un peu plus vif pour voir. Vous savez que tel autre producteur, vous avez réussi à régler le problème avec X, Y, Z. Ouais. Puis, en essai-erreur, là, vu qu'on en couvre plus grand. Fait que souvent, il y a déjà des mauvaises herbes de dépister par rapport à Michael, puis certains champs, il sait déjà le produit appliqué, mais certains autres, mais il aime mieux que je vienne puis qu'on le regarde ensemble, là, puis on dépisse ensemble. Là. Avoir un deuxième avis pour mieux confirmer. Ouais. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais passer rapidement. Puis qu'est-ce que j'essaie de beaucoup faire, c'est avant, souvent, on arrêtait au bord de la route, on marchait, là, tu vois qu'est-ce qui se passe dans le premier 100 pieds au bord du champ. Là, souvent, je vais juste traverser vite fait en moto entre les rangs, zoup. Fait que là, j'ai juste une idée générale, OK, qu'est-ce que j'ai vu, je le marque. Là, je pose la question. Là, il va me dire, OK, ouais, fais attention pour quand t'es rendu à tel stade. Là. Fait que là, je retourne voir avec plus la meilleure information. Puis là, je regarde de plus proche. Ah oui, c'est vrai, elle, là, c'est vraiment rendu tout à 4 feuilles. Ou ah non, il y en a des fois des plus grosses. Fait que ça va plus presser. Là. Fait que c'est souvent comme en plusieurs étapes là, pour... Oui, puis la superficie que Fermant Rare a aussi, c'est surtout d'essayer de prioriser quel champ est prioritaire par rapport aux autres. Ça doit être un autre facteur. Parce qu'on peut pas tout arroser en une journée ou deux. Là. Ouais. Fait que c'est surtout mettre une priorité sur quel champ est prioritaire ou qui est plus urgent pour traiter. Puis on dresse une liste comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Ben des listes. Des priorités, des plans A, des plans B. Puis si on repart un peu de la base, c'est quoi votre manière de fonctionner justement dans le désherbage JP? Tu sais, des fois, il y en a qui vont y aller un passage, 2 passages, du prélevé, post-levé. C'est quoi la façon de fonctionner à votre ferme? Puis qu'est-ce qui semble mieux fonctionner pour votre ferme aussi? On fait tout le temps un prélevé qui est différent si c'est en rotation pomme de terre, si c'est des terres légères ou des terres plus lourdes. Puis après ça, on revient tout le temps. Il y a tout le temps un retour de chou-gras et d'herbe à poux. On a vu beaucoup de résultats avec le blazer pour la moisissure blanche. C'est quelque chose qu'on a vu dans le passé là, qui était bénéfique. Puis on a tout le temps de l'herbe à poux qui revient de toute façon. Fait que ça, c'est comme à ça, on commande du blazer pour toute la surface, on le brûle, ça donne qu'est-ce que ça donne. Puis, tu sais, vu qu'on le sait aussi, on peut semer un peu plus fort parce qu'on sait qu'on va brûler. Fait que ça, c'est pas mal par défaut. Puis après ça, on ajuste par rapport à qu'est-ce qu'il y a là. S'il y a aussi du chou gras ou s'il y a des graminées, là, on va ajuster par rapport à ça. Puis on se dit qu'il y a une bonne partie qu'on va repasser avec de l'élégant pour le maïs ou les graminées. C'est quand même du cas par cas, mais souvent, quand tu le fais pas, tu dis « Ah, il y en a qui sortent par la suite, puis est-ce que j'aurais dû le faire? Est-ce que j'aurais pas dû le faire? » Fait que pour les feuillages, vous passez sensiblement 100% sur tout l'ancrage année après année, si tu mets du blazer à ce moment-là. Ouais. Okay. Ouais. Puis on a beaucoup de chou gras aussi, vu qu'on a des terres légères. Là, fait que souvent, ça arrive qu'on met soit du pinac aussi, ou... blazer basagrand, où on va faire plusieurs petites popotes. Là, des fois, on fait des bonnes recettes. Là. Fait que c'est minimum 3 passages, puis des fois, c'est ça, les coins que t'échappes, il faut en refaire un passage, puis c'est lui qui est fatigant. Là. C'est quand ça n'a pas fonctionné à cause du timing, ou peu importe, là. Là, il faut repasser avec quelque chose. Puis là c'est là que ça te coûte plus cher, puis que peut-être ça affecte un peu le rendement, puis que on essaie de pas se rendre là, mais tu veux pas l'échapper non plus. Là, quand il y en a pour la peine, il faut repasser une autre fois.
la stratégie justement de passer Blazer, plutôt plus moisissure blanche, tu dis raccourcir le plan. Est-ce que c'est une... tu sais, où vous avez pris cette méthode-là, ou que ça avait été... est-ce qu'il y a d'autres mondes aussi qui font ça dans votre coin? Nous autres, on l'a vu une année qu'on a dépisté un champ, puis il n'y en avait pas partout. Fait qu'on a fait vraiment juste des parties de champ avec du Blazer. Puis cette année-là, c'était une grosse année de moisissure blanche, puis le rendement était coupé au couteau. Fait que par la suite, on a continué à toujours le faire. Il y a tout le temps des coins, des raccoins qu'on fait pas pour une raison ou une autre. Mais on voit pas vraiment le négatif là, de brûler le soya. Ça semble pas avoir un impact significatif sur le rendement. L'herbe à poux, il y en a à peu près tout le temps. Puis on assume, c'est ça. Certainement cette année-là, on l'a vu que c'était coupé au couteau. Puis par la suite, là, ça semble être bénéfique, là, ça semble être logique. Puis c'est des théories qu'on entend ailleurs aussi, là, un peu comme je disais plus tôt. Là, quand c'est des théories que tu entends de différentes places, je suis plus encouragé à croire ça. Là. C'est juste moi, si ça marche juste chez nous, là, c'est peut-être dans ma tête. Là. Comme l'autre podcast que je parlais là, avec PhD aux États-Unis, il parle beaucoup du Cobra qui est similaire au Blazer qui a un effet sur la moisissure blanche aussi. Là. On passe surtout le Blazer, un herbicide du groupe 14 pour contrôler l'herbe à poux. S'il n'y a pas d'herbe à poux, on ne met pas toujours automatiquement le Blazer, mais on sait qu'il y a un effet aussi bénéfique de mettre un herbicide du groupe 14 là, pour la moisissure blanche. Puis nous, on l'a vu souvent, on faisait des côte à côte ou dans le passé. Fait qu'on sait qu'il y a un avantage de mettre un groupe 14 pour diminuer un peu la moisissure blanche là, dans nos soya. Puis je pense aussi, ça j'ai jamais fait les tests, mais on sème quand même assez fort pour couvrir les rangs le plus rapidement possible. Puis quand tu sais que tu vas le brûler, on sème un peu plus tôt, un peu plus fort, puis tu le brûles par la suite. Fait que tu peux, si tu sais que tu vas le brûler, peut-être que ça peut aider aussi pour contrer l'effet négatif potentiel de voir ton soya tout brun pendant une semaine. Puis pour le bénéfice de tout le monde, pour toi, c'est quoi semer fort? C'est quoi le nombre de plants log, plants à l'hectare? Tu semes puis sinon tu semes 7, 15, 30? On sème rang double, rang jumelé aux 30 pouces, fait que ça donne 8, 22, 8, 22, 8, 22. Puis c'est entre 185 puis 200 000, là, dépendant des variétés. Là. Des variétés qui branchent moins, on les sème un peu plus fort. Puis comparé à ceux qui font du Roundup, là, qui vont baisser leur taux de semis, là, on est loin de ça. Là. Puis est-ce que c'est une de ces pratiques-là? Ma prochaine question allait être, c'est quoi tes taux de réussite? C'est quoi tes facteurs de réussite dans ton désherbage JP? Est-ce que de semer un peu plus fort fait partie de ces facteurs de réussite-là? Ça, je ne sais pas vraiment. Okay. De semer plus fort, peut-être. Il semble avoir une émergence plus grande. De semer plus tôt, c'est pas mal le contraire. Là. Souvent, quand on sème tôt, il y a un peu moins de vigueur, ça prend un peu plus de temps à fermer les rangs. Fait qu'il y a peut-être un côté négatif de ce côté-là. Là. Après ça, une année n'est pas l'autre. Là. C'est vraiment les années que ton pré fonctionne bien, que tu as de la pluie, puis que tes mauvaises herbes émergent en même temps. Là. C'est ça qui fait la plus grosse différence. Fait que c'est qu'est-ce qu'on contrôle pas qui fait la plus grosse différence vraiment. Là. Ben, l'historique des mauvaises herbes du champ aussi en est pour beaucoup. Là. Quand on fait des rotations avec quelques années de maïs, on nettoie beaucoup les champs. On parle souvent de chimie pour contrôler les mauvaises herbes, mais à la base, si on parlerait comme de lutte intégrée un petit peu pour la mauvaise herbe, nos cultures compétitionnent aussi bien la mauvaise herbe. Le maïs, c'est une culture qui va physiologiquement fermer ses rangs, fait qu'il va très bien compétitionner une mauvaise herbe. Ça va empêcher des levées tardives, contrairement à notre soya, que lui est beaucoup moins compétitif. Fait que juste notre culture, en faisant du maïs dans des terres légères, on s'aide beaucoup, sans parler d'herbicides, la culture de maïs à contrôler des mauvaises herbes. Puis on fait un petit peu de céréales aussi. Les céréales semées tôt, on va contrôler des mauvaises herbes qui vont germer à différents temps de la saison, parce que vu qu'on sème plus tôt, on décale un peu. Nos mauvaises herbes vont s'habituer aux chimies, ils vont s'habituer à nos pratiques culturelles. Fait que si on change un peu nos pratiques culturelles en semant des céréales plus tôt, en semant du maïs, en semant du soya, on vient aussi nous aider un peu pour le contrôle des mauvaises herbes. Puis nous, vu qu'on a de la terre légère chez Ferment Rare, on a des mauvaises herbes qui germent assez rapidement. Puis on a quand même la contrainte des pommes de terre, fait qu'on est limité dans les produits. Puis on veut aussi faire une rotation d'herbicides, fait qu'on veut pas mettre les mêmes chimies qu'on met déjà dans les pommes de terre. Fait que tout ce qui est métribusine,
on n'en met pas dans nos soya parce qu'on en met déjà dans les pommes de terre. Fait que ça nous limite un petit peu aussi. Là. Puis les herbicides, comme on met pas de pursuit les années avant les années de pommes de terre pour le résiduel. Fait qu'on met du Lorox dans ces années-là. Fait que ça apporte une certaine complexité, mais je pense qu'on s'en sort bien, surtout à cause des rotations de culture. Si on faisait pas des bonnes rotations, on pourrait pas s'en sortir et faire du soya IP. Puis même à un certain point, on le voit maintenant, le soya Roundup, les gens se font rattraper aussi. Là. On a des résistances dans notre région, on a beaucoup de vergerettes qui commencent à apparaître, là, résistantes au glyphosate. Mais la marante tuberculée, on l'a ici aussi au Québec, puis on l'a dans l'Est d'Ontario. Là. Fait qu'on voit que même les gens qui font des mauvaises rotations, malgré qu'ils font des soya OGM, ben ça les rattrape aussi, là. Côté contrôle des mauvaises herbes. Là. Fait que ça, ce planning-là, vous faites ça tout durant l'hiver, les deux ensemble, déjà tout savoir où placer nos bons herbicides, nos bons... Parce que ça doit pas nécessairement tous les champs qui vont à patate dans la rotation, comme tu disais. Là, Non, c'est ça. Il y a juste une partie des champs là, qu'il faut penser d'avance pour ne pas mettre un herbicide qui est pas bon pour les patates ou des fois on coupe des champs en deux et tout ça. Puis fait que c'est ouais, tout au moins le pré, là, ça c'est pas mal coulé dans le béton, que c'est ça qu'on va faire. Là, on a déjà essayé de jouer un peu que s'il n'y avait pas des bonnes conditions, d'utiliser d'autres produits, là, mais ça devient compliqué. Là, en pré, dans les semis, il y a moins de temps de se poser des questions, il faut que ça roule. Là. Fait que après ça, on réajuste par rapport à qu'est-ce qu'on voit. Ouais. Je pense qu'il y a de moins en moins de nouvelles molécules de chimie, mais est-ce que vous essayez différentes choses à toutes les années, de changer certains programmes? Comment vous fonctionnez un peu? Maxime doit te conseiller un peu là-dessus. Mais vu qu'on est un petit peu limité, ben on essaie, surtout qu'ils ont une grande ferme, de ne pas trop complexifier, avoir plusieurs traitements différents. Fait que certains produits dans des terres légères qu'on peut pas mettre pour pas affecter le soya, comme du Valterra, on n'en met pas chez Ferment Rare parce qu'on pourrait avoir des stress causés au soya. Fait qu'on élimine ces produits-là. Fait que ça nous limite un petit peu. Là, on élimine déjà la métribusine à cause de la rotation avec les pommes de terre. Fait qu'on a un petit peu moins de marge de manœuvre avec tout ça. On essaie surtout d'aller changer les chimies qu'on va mettre dans les cultures autres comme le maïs ou les céréales. Puis non, il n'y a pas de nouvelle chimie, fait qu'on peut pas en inventer. Là. La prochaine chimie, ça va être notre sarcleur. Fait que... on en rit, mais ça va venir. Ça fonctionne bien dans le bio, c'est sûr que c'est différentes gestions, mais il y en a qui réussissent aussi bien dans le bio en termes de désherbage puis de rendement, mais ça sera le sujet d'un autre podcast. Moi, je suis curieux de savoir, dans le fond, tu sais, tu dois avoir des amis producteurs là, qui te disent ça doit être compliqué, ça, la gestion des herbicides dans le soya IP, tu sais, ou d'autres collègues qui tu parles, tu réponds quoi? Tu réponds quoi à ceux qui disent non, pourquoi tu fais du soya IP? C'est bien trop compliqué, les herbicides. Ouais, il y en a beaucoup qui let go the towel. Qui laisse la serviette. Ouais, parce que c'est beaucoup plus simple. Juste le champ qu'on avait des problèmes de résistance qu'on a fait au Roundup, là, j'étais comme je vais juste laisser grossir les mauvaises herbes, après ça j'ai tué tout. C'est simple, c'est fantastique. Mais une fois que tu es équipé et que c'est beaucoup de l'organisation, puis peut-être tu es un peu suréquipé parce que tu fais moins d'arc avec ton équipement. Fait que ça vaut la peine quand même financièrement. Ouais, une rentabilité. Il n'y a pas de temps sur ta surface, tu veux une rotation. Nous autres, le soya, ça fonctionne bien dans nos terres. Les céréales dans les terres légères, c'est moins intéressant. Fait que tant qu'à faire du soya, la différence entre faire du soya Roundup ou pas, si tu le fais comme il faut, ça peut être rentable. C'est juste de prendre le temps d'aller... de t'organiser comme il faut, puis d'être à tes affaires. Puis pour bien faire du Roundup, il faudrait que tu fasses... Pour être vraiment ça coche, il faudrait que tu fasses la même chose aussi jusqu'à un certain point. Là. Fait que ça te donne du lousse, là, si tu veux. Là, parce qu'il me devance un petit peu, Michael, mais moi j'ai des données du ministère de... Je vais ouvrir ça. Ministère de l'Agriculture de l'Ontario qui nous dit que dans le soya Roundup, je vais vous trouver ça. Ici. Dans le soya Roundup, si on fait une application en pré-semis, donc en pré-levé, puis on revient à troisième trifolié, faire un deuxième traitement, fait que si on a un contrôle exemplaire des mauvaises herbes, notre rendement n'est pas affecté, reste à 100%.
Si on viendrait seulement traiter notre soya, puis là on parle d'exemple dans un code qui a quand même une pression de mauvaise herbe qui est quand même moyenne à élever. Là. Fait que si on n'a aucune mauvaise herbe dans un champ, ça ne rentre pas en considération. Si on rentre dans un stade où on traite notre soya la première fois au stade unifolié, donc quand il vient de sortir, les cotylédons sortis, puis qu'on retraite à une troisième trifolié, on a déjà une perte de rendement de 2% dans nos soya Roundup. OK. Si on fait notre premier traitement rendu au stade 1 à 3 trifoliés, on a une perte de rendement qui est de 17%. Fait que les gens qui font du soya Roundup, ils se disent, ben oui, c'est simple. Comme tu dis, on attend que la mauvaise herbe grossisse. Quand il y a une ça peut amener compétition- des problématiques. Quand il y a une compétition de la mauvaise herbe, puis on la voit qu'elle est pratiquement le même stade que le soya à côté, ben, le rendement est affecté. Fait que de faire un soya IP en faisant un prélevé, ça nous force peut-être même un avantage de protéger un peu notre rendement vu la compétition des mauvaises herbes. Puis aussi, au niveau de l'organisation, ce que vous dites, c'est faut que tu sois organisé quand même, puis ces données-là prouvent quand même aussi que tu dois être organisé. Tu dois avoir un plan de match prévu, parce que sinon, tu affectes ton rendement. Ouais. Puis moi, je trouve aussi l'avantage de... On parle de dépister les champs. On veut savoir si on a les problèmes dans nos champs. C'est pas juste pour des mauvaises herbes. Quand on les dépiste, on voit en même temps telle partie d'un champ, j'ai tel problème. Moi, je trouve l'agriculture, on aime ce qu'on fait. On veut mieux performer. Peu On veut importe la s'améliorer. culture aussi, là, que ça soit du maïs, des pommes de terre ou quoi que ce soit, tu veux savoir C'est quoi bien de t'as besoin de dépister, gérer. là. Parce que sinon, de juste dire, ben moi, j'attends à tel stade, puis je m'en vais arroser, puis je vois moins mes champs, on pourrait dire. Là. Je trouve qu'il y a cet avantage-là de dépister. Ouais, ces parce champs. que autant que c'est pas tout le temps agréable de refaire le tour, là, puis d'avoir un peu le stress du timing, c'est sûr que si t'as pas cette pression-là de le faire, tu le ferais moins souvent ou tu le ferais du chemin de loin. Là, puis là, il n'y en a pas de mauvaise herbe dans ce temps-là. Là, quand Ah, si tu vas pas voir, il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr et Il y en a certain. pas. Il n'y en a jamais de problème. Fait que- Jusqu'à temps que la batteuse rentre puis que là, t'es vois tout. Ouais. C'est ça. Il est Moi, trop tard. là. Le plus gros changement, c'est à un moment donné, j'ai eu avant, c'est moi qui faisais les arrosages aussi. Maintenant, j'ai un gars qui fait les arrosages. Fait que là, j'ai plus de temps. Fait que quand t'es organisé, que tu arrives à te structurer pour avoir le temps de le faire, mais là, c'est ça, d'aller me promener dans les champs en moto, j'aime ça. Là, ça me dérange pas. Parce que Tu vois l'utile à l'agréable. Tu achètes une motocross pour avoir du fun. Ouais. Dépister tes chances en même temps. Exactement. C'était une dépense de ferme justifiée. Là. Elle fait juste ça en plus. S'ils viennent voir, là, je vais les apporter avec moi dans le champ. Je vais leur dire, regarde, les kilomètres, là, j'ai fait pour de vrai. Nous autres, on s'est acheté un petit camion aussi pour dépister, mais je pense pas qu'il aime autant. On est serré dans mon petit camion quand on embarque les deux pour dépister. Là. Ouais, c'est C'est un peu plus intime, on Plus va de dire. plaisir en motocross pour faire la tournée de tous ces champs-là. Puis c'est à ce temps-là que tu vois, c'est ça, tu vois tous les autres problèmes ou c'est ça, les problèmes ou les bons coups, là, tu vois l'évolution de ta culture beaucoup plus en détail. Puis je pense que vous parliez de faire la rotation de différents modes d'herbicides à travers toutes les cultures pour pas créer de résistance. Comment vous entrevoyez-vous ça? Entrevoyez la résistance d'une mauvaise herbe sur votre ferme? Est-ce qu'il y en a déjà ou est-ce que vous planifiez qu'il pourrait en avoir bientôt? Comment vous voyez un peu le futur là-dessus? On a déjà de la résistance au tout ce qui est triazine puis au groupe 2, là, les ALS, on a beaucoup de résistance. Ça, je pense, c'est réparti un petit peu partout. Là. Tout ce qui est chou gras, amarante, herbe à poux, résistance au groupe 2, groupe 5. Au moins, on a encore d'autres chimies qui peuvent la contrôler. Là. Mais il y a certaines mauvaises herbes. Nous, dans l'Est de l'Ontario, ça a été découvert, je pense que c'est l'automne passé. La fameuse amarante tuberculée qui est résistante dans nos régions, résistante aussi au groupe 4. Fait qu'elle n'est pas juste résistante au groupe 2, au groupe 5, au groupe 27, au groupe 9 qui est le glyphosate, au groupe 14, puis le groupe 4. Fait qu'on sait que cette mauvaise herbe-là va prendre de l'expansion. Là. C'est pour ça qu'on parlait de sarcleur tantôt, ça va ressortir, mais si on peut repousser le sarcleur au plus tard possible, là, je pense que tout le monde va... On va être content, puis ça va... Ouais. C'est pas tout le monde qui est prêt à aller passer 4 coups de cercleur demain matin dans tous ces champs de soya. Ouais. Mais on fait déjà des bonnes rotations de familles d'herbicides. Fait qu'on repousse déjà les résistances. Là, Ouais, dans le maïs, on a plus de flexibilité, puis c'est là qu'on essaye d'utiliser différentes molécules pour... Mixer le jeu un peu pour être sûr que vous revenez pas tout le temps avec la même affaire. Ouais, c'est ça. Avant, c'était la même chose. On faisait un peu tout le temps la même chose. Là, on joue plus avec les différents produits, les différentes quantités, même si des produits, des fois, qui ont plus des côtés négatifs, mais pas dans des mauvaises conditions, c'est un peu plus d'organisation, mais une fois que tu as mis ça en place, c'est quand même, ça se gère
ça gère assez bien. Ouais, parce que ce que j'entends, c'est beaucoup de l'organisation. C'est de l'organisation, de la prévision, puis une vigie. Là. Une vigie pour savoir qu'est-ce qui se passe dans nos champs. Puis avec ça, ça se passe quand même relativement bien. Là, Ouais, c'est beaucoup ça. Parce qu'avant, on faisait par défaut, on fait ça à ce stade-là du soya, un point c'est tout. Puis ça donnait le résultat que ça donne. Puis une formule déjà toute faite là, Ouais. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est idéal, c'est plus simple, mais moins efficace. Mais c'est moins efficace. Fait qu'après ça, quand tu te dis, OK, on essaye de ne pas avoir trop de formules différentes, trop de timing différents, mais c'est ça qui est efficace. C'est vraiment d'être... De le faire à la carte pour chaque champ. Fait que c'est de mettre en place, d'avoir le temps d'aller voir, d'avoir les produits, puis d'être prêt, d'aller voir au bon temps. Puis ça te permet de faire ça. Puis c'est du temps bien investi. Quand tu calcules aussi là, que si tu l'échappes, le coût que ça va te coûter là, de ne pas avoir été voir cette semaine-là, puis de ne pas contrôler cette mauvaise herbe-là ou d'être obligé de repasser parce que ton timing n'était pas bon, c'est rentable de le faire. Là, ma dépense de moto, là, c'est vraiment la meilleure dépense. Il ne faut pas oublier la dépense de moto. Là, il y a l'organisation et tout ça. Il y a une chose, on se fait souvent dire « Ah, moi, je veux prendre des vacances l'été. » Toi, Michael, tu réussis-tu à prendre des vacances l'été? Mais j'essaie de prendre les fins de semaine. Quand il y a des fins de semaine que je suis correct, que je peux y aller, je les prends, maudit. Ils sont pas au mois de mai, pas au mois de juin, ces fins de semaine-là. Non, pas au mois de mai ni au mois de juin, non. Mais vous avez une réalité aussi un peu différente là, avec, vous avez quand même passablement de terre, vous avez les pommes de terre aussi, puis ainsi de suite, là, mais Ouais, c'est ça, c'est le coût à donner à ce temps-là. Fait que c'est sûr que le mois de juin, là, c'est là que, après les semis, là, quand les semis ont été longs, puis c'est les derniers dépistages qui sont plus durs, parce que là, ça fait 2 mois là, que tu cours, puis il faut encore repasser ou encore aller voir qu'est-ce que t'as échappé. Selon ce que tu as présenté, Maxime, t'aurais à les faire quand même si tu faisais du soya Roundup. Je me trompe-tu? Ben là, c'est vu quand on fait un traitement prélevé, puis on en fait, des fois on refait un dépistage ou 2 de plus. Dans le soya Roundup, on ferait un prélevé, puis après le deuxième traitement, oui, il y aurait un dépistage à faire, mais probablement un peu moins... OK. T'aurais plus la fenêtre, puis il y aurait des fois, tu dis, si j'ai pas besoin de le faire la fin de semaine, là, je peux le faire un autre, la semaine prochaine, je vais le faire la semaine prochaine. La fenêtre d'opportunité est juste plus grande. C'est ça, là. Fait que si ça donne qu'il pleut la fin de semaine, ben, il va prendre des vacances, il va prendre la fin de semaine, puis si c'est juste le temps qu'il faut y aller, ben c'est le temps qu'il faut y aller. Ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup joué. Ben, moi, j'ai pas beaucoup connu ça, je pense, Michael non plus, dans le temps qu'on mettait des herbicides, puis on mettait ça une fois dans l'année, puis on repassait pas parce qu'on savait que c'était propre. Là. Moi, j'ai pas connu ce temps-là. Puis il n'y a pas de nouvelle chimie, fait que surtout que ce qu'on a dans les dernières années changé un petit peu, c'est plus arroser au bon stade, monter des fois la pression quand on est capable d'arrosage, avoir une meilleure couverture, monter le galonnage d'eau. Des fois, on va jumeler des produits, on va rajouter de l'huile. Fait que, sans jouer avec des nouvelles chimies, on a quand même trouvé des façons de s'améliorer quand même avec nos bouillies d'herbicides. Là. Ouais, c'est ça. Puis des fois, ça veut dire de peut-être être un peu plus proactif, quitte à être obligé de revenir par la suite. Là, tu prends le risque, tu dis, c'est peut-être un peu tôt, mais je prends de l'avance. Mais ça moins de pression si tu l'échappes. Là. Qu'est-ce que tu as fait la première fois? Tu en as quand même tué une partie, puis OK, il y a une deuxième flush, il faut que j'y repasse. OK, je vais aller voir pour juste le repasser une autre fois où ce qu'il faut. Là. Fait que des fois, c'est ça. C'est plus d'investissement, c'est plus de temps, mais... équipés comme qui sont équipés, souvent on va avoir des mauvaises herbes à feuilles larges qui vont sortir plus tôt, choux herbe à poux, fait qu'on va faire un traitement contre les feuilles larges, sans mettre l'herbicide contre les graminées en même temps. On sait que les sétères vont sortir plus tard, fait qu'on peut décaler un traitement qu'on aurait pu faire, mais on le sépare en 2. Les coûts d'herbicide sont pas plus élevés, mais on le sépare en 2 applications. Là. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup l'équipement. Une fois que tu as l'équipement, tu sais, qu'est-ce qui est fatigant, c'est le jour que tu te dis, OK, pour être capable de faire cette surface-là, il faut que j'aille une arroseuse plus performante, que mon setup de remplissage, tout ça, soit plus performant. Même chose pour la récolte aussi par la suite, là, pour faire du IP dans la bonne fenêtre, là, pour que ça aille bien, il faut que tu fais moins d'algues dans une journée dans du IP que dans du Roundup pour pas attacher et compagnie. Fait qu'il faut que tu sois plus équipé. Une fois que tu es plus équipé, tu l'as payé, l'équipement, il est là, il y a d'autres utilités. Mais là, c'est de l'utiliser intelligemment, mais quand tu parles de grosseur d'équipement, exemple, chez vous, c'est quoi la grosseur d'équipement que vous avez pour l'arroseuse? Puis si on se met dans un scénario idéal, il fait beau, en combien de temps vous arrosez ça de 1200 acres de soya IP?
Tout dépend des fenêtres et tout ça, là, mais on a une arroseuse de 120 pieds, 1600 gallons. Puis des fois, on peut emprunter celle. Mon frère dans les patates, il a la même chose. Puis des fois, je peux aller emprunter la sienne là, si vraiment là, tout tombe en même temps. Là. Fait que c'est sûr qu'avec 2 arroseuses comme ça, ça roule, là, surtout si t'es bien organisé pour avec l'eau puis remplir et tout ça. Ouais, c'est quoi l'idéal? Ben, l'idéal, c'est d'avoir cette machine-là, puis le gars stand-by qui est prêt à faire feu, qui fait pas d'erreur, puis que tout soit prêt. Ça va dépendre aussi du nombre de types de bouillies qu'on a prédéterminés. galonnage Parce que d'eau quand à mettre il y aussi. a une bouillie différente par champ, ben, c'est un peu plus... Ouais, ça prend un peu plus de temps. Ça- mais quand- c'est combien de temps d'avance, mettons, que vous préparez tout ça? C'est suite à certaines visites au champ, dans le fond? Ou, Ouais, ben là, le prélevé va être fait. Puis souvent, Michael va faire les premiers dépistages, savoir s'il y a des mauvaises herbes qui commencent à apparaître. Puis quand il y en a qui commencent à apparaître, ben là, on fait vraiment un dépistage un peu plus complet là, pour déterminer. Souvent, notre soya va avoir des fois 2 ou 3 trifoliés. Puis on va déterminer, on va essayer de se faire un planning peut-être une semaine à l'avance. Des fois, il change un petit peu. Là. c'est ça, vous changez des fois un peu à la dernière minute, j'imagine, selon ce qui pourra avoir sorti là, quelques jours avant. là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est pratiquement, pendant le mois de juin, c'est pratiquement la semaine. Il faut que tu fasses le tour une fois par semaine pratiquement, puis réviser ça, plan A, plan B, plan C, la liste avec l'ordre, puis l'ordre de priorité, puis l'ordre des bouillies aussi, comme tu dis. Là, ça, c'est une logistique aussi. Là, tu ne veux pas changer d'un produit à l'autre, puis si tu peux faire des arroseuses pleines, ça réduit le risque d'erreur, ça réduit les rinçages, ça réduit le temps. Là, c'est plus efficace. Là. Puis il y a le maïs aussi là-dedans, là, qui est le maïs le blé. Là, fait que tu veux pas. L'année passée, on a eu un parce qu'on a fait un peu de dicamba dans du soya IP. Là. Fait que c'était très éducatif. Moi, de mon côté, j'aime toujours ça. C'est des tests. Voilà. Tu utilises un bon terme sans sacré, éducatif. Ouais. On a passé de peut-être qu'il va mourir à peut-être qu'il va être correct, peut-être que ça va être le meilleur rendement de toute la ferme. Ouais, Puis ouais. finalement, il Quand était on a correct. dépisté, c'est vrai, ben, on savait qu'il était pas pour mourir, mais moi, je me demandais si c'était pour se remettre du stress tellement bien, parce que c'est une plante qui aime ça, est un peu fouettée, on pourrait dire. Là. Ça donnait quoi au final? Ça a donné la même Moyen. moyenne que le champ, Ok. peut-être un petit peu en dessous, mais Ok. pas grand-chose. Mais à un moment donné, il avait de l'air plus beau que le reste. Ok, mais à un moment donné, il était sur le respirateur artificiel Ah, aussi. Ouais, il y là. a eu une couple de trifoliés. On a appelé qui ont la sorti. famille, là, on a dit là, venez-vous-en parce que. On voyait les nouvelles feuilles qui sortaient encore fripées. Là, c'est comme, Ok. ok, ça c'est pas trop bon. Ok, les nouvelles étaient frippées encore. Ouais. Ouais, c'est des tests qu'on fait pas volontairement, on va dire. Là. C'est pas souhaitable. là. Quand il en arrive, on aime ça les suivre, ces tests-là, là, mais on les fait pas volontairement. C'est peut-être un bon sujet, ça aussi. Tu sais. Est-ce que vous, chez Marc Lemond Entreprise, vous faites des tests, justement, d'herbicides puis tout ça? Ouais, ben, le fameux Blazer Groupe 14, on en a fait longtemps, Ok. ces tests-là. Puis, ben, c'est sûr que ça va aussi avec, comme un peu l'expérience qu'on apporte chez le client, c'est d'essais-erreurs. Des fois, on va avoir laissé notre chou gras dépasser un petit peu trop le stade, puis on l'a échappé. Ou des fois, on va avoir essayé une bouillie quand on était rendu d'un cas désespéré, puis on se disait, ben, au producteur, ben, on peut juste l'essayer, puis si ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Puis ces résultats-là, bon, on les garde tous entre nous, puis après ça, bon, on peut les propager aux clients. Là. Ouais. Fait que c'est un peu avec l'expérience de terrain plus qu'autre chose, là, selon le stade de développement d'une mauvaise herbe. Des fois, mais maintenant, on fait des bouillies, on va mélanger des produits ensemble pour avoir des efficacités supérieures. Fait que c'est tous des résultats qu'on apporte et qu'on met en pratique en champ. Là. Puis tantôt, on parlait de faut être suréquipé pour faire du soya conventionnel. Nous, on fait beaucoup de forfaits, puis les gens chez qui on fait du forfait, il y a quand même une rentabilité à faire du soya IP, même s'ils donnent des arrosages à forfait. Mhm. C'est pas le fait que faut suréquiper et puis il faut penser. C'est sûr que ça demande un peu plus de. Comment je pourrais dire. Vu que la fenêtre est plus petite, c'est vrai qu'il faut quasiment être plus efficace dans le temps qu'il faut le faire. Là. Ben, tu sais, tout est dans la préparation. Tu sais, depuis qu'on se parle depuis tantôt, là, je veux dire, j'entends beaucoup organisation, préparation, et adapter les stratégies selon ce qu'on voit dans le champ. Fait que, tu sais, il y a une vigie qui doit s'installer. Il faut être organisé dans nos trucs. Puis je pense que ça se passe quand même assez bien, autant si on le fait nous-mêmes que si on le fait à forfait. Là, tu sais. Ouais. Puis, dans le cas, je ne pourrais pas dire que Ferme Aurore, c'est une ferme typique, là, c'est quand même une grosse ferme.
Puis ça varie beaucoup de types de sol. Avec les types de sol qu'on a chez Ferme Rare, ça demande des dépistages un peu plus récurrents parce que des mauvaises herbes germent plus rapidement dans des terrains légers. Dans des terrains argileux, on a moins cette problématique-là. Moi, je m'en sors très bien chez certains producteurs qu'on fait, après que le seuil est élevé et les mauvaises herbes sont élevées, on fait deux dépistages. Puis on s'en sort très, très bien dans des terrains plus argileux. Mais dans tes terrains légers, des fois, on va arroser notre blazer, puis il y a une deuxième vague d'herbe à poux qui sort la semaine d'après. Ça complexifie un petit peu plus, là, on pourrait dire. Là. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps la question, OK, comment grosse qu'elle est? Est-ce que je le fais tout de suite ou j'attends? C'est quoi la météo? C'est quoi le stade de la mauvaise herbe? C'est quoi le stade que la mauvaise herbe va être dans une semaine? Fait que c'est beaucoup... Plus qu'une variable. C'est beaucoup de variables. Puis de là aussi, de voir l'ensemble du champ, parce que des fois, tu prends une décision pour, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a dans le premier 100 pieds, mais c'est pas représentatif du champ au complet. Puis il y a des champs qui sont variables d'un bout à l'autre. On a des terres légères, on a de la terre noire, on a des terres lourdes, puis des fois, on a tout ça dans le même champ aussi. Là. Fait que des fois, c'est de se dire, OK, est-ce que je le coupe en deux? Est-ce que... Fait que ça devient... Puis aussi, l'espacement, on sème au rang jumelé chez Ferment Rare. L'espacement du soya aussi nous aide ou nous complexifie un peu le traitement parce que des espacements plus rapprochés, là, j'ai encore des données NOMAFRA, vous allez me trouver plate avec ça. Là. Mais des semis avant le 15 mai, ça c'est à Guelph. Un soya au 7 pouces prend 30 jours pour fermer ses rangs. Un soya au 15 pouces en prend 45. Un soya au rang jumelé, comme chez Ferme Rare, on prend 55, fait que 25 jours de plus. Puis un 30 pouces prend 70 jours. Puis à l'Université de Guelph, dans ces régions-là, les rangs de 30 pouces ferment pratiquement toujours, mais on peut dire que dans nos régions, de 30 pouces, les rangs ferment pas toujours non plus. Fait que quand on a de la lumière qui se rend au sol, on a plus de chances d'avoir une deuxième vague de mauvaises herbes qui va germer. Puis aussi, une perte de lumière au sol fait aussi une perte de rendement. Fait que on a des terrains légers, fait que le soya émerge quand même assez rapidement, mais avoir des espacements larges dans des terrains lourds ou en semi-direct, qu'on a encore plus de temps pour fermer les rangs, on aurait une perte de rendement. On a des rendements... Là, parler de rendement, on dirait que c'est toujours tabou un petit peu, là, mais on a des rendements qui peuvent aller de 2,94 tonnes à l'hectare aux 30 pouces à 4,21 tonnes à l'hectare. Fait qu'on a pratiquement comme un 0,3 tonnes à l'hectare là, dans les régions de l'Université de Guelph. Il ne faut pas oublier qu'ici, vu que notre région est notre saison de croissance est plus courte, le ministère de l'Agriculture de l'Ontario dit que la différence est probablement plus grande dans des régions plus nordiques. Fait que dans nos régions, on est des régions plus nordiques. Fait que la différence de rendement entre un espacement court, 7 pouces ou 30 pouces, il y a une différence de rendement aussi. Là. Okay. Fait qu'on n'a pas juste l'avantage pour contrôler les mauvaises herbes, on a aussi côté rendement. Puis là, on peut rentrer dans les maladies là, pour les espacements aussi. C'est ça que j'allais dire, l'envers de la médaille. L'idée, nous autres, des rangs doubles, c'est que tu avais un peu la fermeture d'un côté puis de l'air qui passe de l'autre côté. Fait que c'était un peu est-ce que c'est le meilleur des deux mondes? On écrase un peu moins quand tu passes. Puis... Après ça, le planteur, c'est pas quelque chose que tu veux faire des tests bien. T'en as un, tu fais ça avec ça cette année. Puis, puis pour les. Mais l'aviez-vous essayé? Depuis combien de temps vous faites les rangs jumelés? Avant, étiez-vous au 15, au 30? Ouais, avant, on était au 15 pouces, j'imagine. Puis ça fait quand même. Ça fait longtemps qu'on a la même smeuse. Fait que j'ai pas beaucoup d'expérience à comparer un avec l'autre. Là. C'est que c'est le genre de test que c'est ça. Faut que tu y crois. Là, on était avec ça. On met de l'engrais aussi entre les rangs. Là, fait que ça nous permet de faire ça entre les rangs de 8 pouces. Fait que est-ce que c'est la meilleure solution? Je sais pas. C'est sûr que c'est ça. Pour les mauvaises herbes, d'être au 15 pouces ou même au 7 pouces et demi, probablement que ça serait mieux. Pour la moisissure blanche. On a cet avantage-là que le CIP, vu qu'il est... En général, les variétés, on est un peu moins sensibles à la moisissure blanche. Là. Parce que nous, on le voit cette année, c'est une année beaucoup à moisissure blanche. Puis j'ai un très, très faible pourcentage de clients qui ont fait du soya IP qui ont eu de la moisissure blanche tout court, là, sans traitement de fongicide à certaines places. Là. C'est certain qu'on a un historique chez Ferme Rare. Quand on a un historique, on est plus à risque. Là, puis on a un terrain plus léger aussi. Mais c'est un des avantages du soya IP. On va les prendre là, parce qu'on n'a pas juste des désavantages aussi. Là.
Mais qu'est-ce qui avait fait partie de vos décisions C'était-tu toi qui avais décidé si vous en alliez rang jumelé ou tu pourrais pas dire c'était-tu plus maladie que c'était ça qui avait comme vraiment justifié l'achat de cette... Ouais, à cette époque-là, Ça c'était me fait. vraiment pour pouvoir mettre de l'engrais aussi dans le soya. Dans les terres légères, il y a vraiment un avantage supplémentaire parce qu'il y a une moins grosse réserve de nutriments. Puis il y avait vraiment la théorie de la moisissure blanche là, pour l'air qui passe entre les rangs. Fait que c'était un peu... c'était cette solution-là qu'on a trouvée qui semblait logique. Là. Puis je pense que c'est encore une bonne décision aujourd'hui. Là. Je pense que c'est un bon compromis entre espacement assez large puis fermeture des rangs qui se fait quand même assez rapide comparément à qu'on aurait un soya de 30 pouces ou même des gens qui ont maintenant des planteurs aux 20 pouces. Moi, je vois que les rangs ferment beaucoup plus lentement qu'un rang jumelé. Là. Ok, aussi. Ouais. Puis sinon, si on va pousser un peu plus sur l'étude, on se rend un peu plus dans l'économique. Pour chez vous, ça ressemble à peu près à quoi un coût normal là, par année dans à l'acre ou à l'hectare en termes de désherbage de soya IP? Ouais, j'ai pas les chiffres en tête. Là, je l'ai fait il y a pas longtemps, là, mais Moi, je peux les sortir assez vite. Une moyenne, tu sais, tu n'es pas obligé de donner des chiffres précis, mais tu as une moyenne globale environ. Comment ça peut, premier ça peut traitement, donner? quand on fait un frontière optile, quand on n'est pas en rotation de pommes de terre, notre optile nous coûte à peu près une vingtaine de dollars, puis notre frontière peut-être un 25. Fait qu'on arrive à peu près à 45-47 dollars l'acre, le premier traitement. Puis quand on revient, mais là, c'est tout dépendant quelle mauvaise herbe qui ressort. Un blaiseux nous revient à peu près à une quinzaine de dollars l'acre quand on le fait. Notre antigraminé, un 8 $. Fait qu'on monte à peu près à 23. Puis là, si on a du choura avec le pinac, ben c'est là qu'on augmente nos frais. Là. On monte à peu près une autre quinzaine de dollars de l'acre. Là. Fait que dans le pire des scénarios, si on ne traite pas avant de récolter, là, on serait à peu près à 47 plus notre blaiseux 23, 33 $. Fait qu'on serait à peu près à 60 et 47, 50, à peu près à 80 $. 80, ouais, dans le cas de ferment rare. Là. On a un 5 $ qui revient de la compagnie aussi. Là. Ouais, c'est ça. Moi, ma logique, la façon que je le calculais quand je comparais sans faire un prêt dans le Roundup, là, passer 2 fois, comme dans la terre qu'on a faite, là, qui avait un problème, qu'on a fait Roundup Ingenia, une fois, puis l'autre juste Roundup. Il faut expliquer aussi, mettre en perspective ce champ-là. Là. C'est un champ que... Ouais, ça c'est un champ qui était problématique et soya sur soya, mais je faisais le comparatif, disons, le gars qui veut pas se casser la tête, il faut juste y aller quand il y a de la mauvaise herbe. C'est comme, ok, si tout va bien dans le IP, on est gagnant avec les primes d'aujourd'hui aussi, là, les primes ont augmenté aussi dans la soya IP, là, sinon la logique serait pas la même. T'es gagnant, t'es certainement gagnant. Si tu l'échappes, il faut que tu fasses un passage supplémentaire, que tu fais 2 postes plus peut-être un autre pour le graminé. Là, t'es proche du kiff-kiff, c'est une perte de rendement. Là, t'es peut-être perdant. Puis là, si tu te fais refuser des voyages puis tu perds ta prime, ben là, c'est simple à calculer, t'es perdant. Ça arrive plus, ça. Quand ça arrive, tu t'en souviens longtemps. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais je pense que, tu sais, ça pour vrai, je pense que la majorité des compagnies, on va lancer des fleurs aussi à l'industrie, je pense que l'ensemble des compagnies sont pas plus permissifs, mais tu sais, ont ajusté peut-être certains critères, tu sais, au niveau... il y a des critères qu'on peut pas laisser de côté, là. Mais je pense qu'au niveau de la qualité visuelle, je pense qu'on a fait quand même certains efforts. Je pense que les équipements de nettoyage aussi se sont améliorés là, dans les années. Ouais, c'est ça. Nous autres, on essaie de s'améliorer. Là, vu que tu t'en souviens longtemps, on fait attention à ça peut-être plus qu'avant. Puis, ouais, c'est ça. Peut-être que la tolérance est plus grande de l'autre côté. Avec l'industrie qui s'est rétractée, tout simplement, il y en a eu un petit peu moins pendant 2-3 années. Fait que c'est sûr que l'industrie a eu nos clients se sont adaptés un petit peu aussi, là, sans dire qu'ils acceptent n'importe quoi, là, loin de là. Mais puis je pense que nous autres, autant Progrin que d'autres entreprises ont ajusté aussi leur équipement pour essayer de faire une meilleure job, pour essayer de récupérer des lots qui dans le passé étaient rejetés complètement. Ben là, on essaie d'en rejeter le moins possible, voire aucun. Ouais, c'est ça, c'est l'offre et la demande. C'est sûr que quand il y a... Quand il en pleut... c'est ça, quand il en pleut, c'est ça qu'on voyait, les années qu'on s'en est fait refuser, là, c'était peut-être ça. C'est comme, peut-être qu'ils en ont trop, là, fait que là, ils sont plus serrés. Puis dernièrement, c'est plus le contraire, j'ai l'impression, là, qu'il y a
qu'il y a plus de demandes. Fait que dans ce temps-là... Mais moi, j'aime un peu l'expérience qu'on a avec... parce que le champ qu'on fait en soya Roundup chez Fermara, c'est une terre louée. Souvent, les terres louées, on peut moins contrôler un peu nos rotations. Là. Puis cette terre-là louée, ils sont pas permis de faire du maïs. Fait que c'est ce qui explique pourquoi on a une mauvaise rotation, puis on a beaucoup de soya. On a fait un peu de céréales, je pense, dans cette terre-là aussi. Là. Puis ce qui est le fun à voir, ça nous fait quand même un petit test aussi. On a un champ que, malgré qu'on fait du soya Roundup, quelqu'un dirait on va faire du soya Roundup, après du soya, puis après du soya. Mais vu qu'on fait une mauvaise rotation dans ces champs-là, c'est vraiment pas dans nos meilleurs champs là, au niveau rendement, même si on fait du soya Roundup. Ah non, c'est ça, c'est terrible. Je refaisais le calcul de rentabilité, là, même si on paye moins de loyer pour cette terre-là, mais soya sur soya, c'est pas viable. Là. À un moment donné, tes rendements baissent. Il y a peut-être pas le drainage idéal non plus. Tu sais, tous les trucs de base, là, ça c'est un bon exemple de quand tu les fais pas, c'est ça que ça donne. Là. Puis là, on va dans d'autres alternatives. Puis cette année, on va faire un seigle d'automne. Ouais, c'est pas... C'est pas la culture la plus rentable non plus, mais il faut faire des rotations. Il faut faire des rotations. Là, je pense que c'est la base de... On parle des désherbages, mais c'est la base de tout un peu aussi. Là. Nos maladies, contrôle de maladies, parce qu'on a beaucoup de Phytophthora dans ce champ-là. On a fait du soya sur du soya pendant des années. Fait que c'est sûr que... même avoir quelqu'un qui nous dit on a fait du soya Roundup pendant 10 ans, puis il me dit que les rendements sont encore bons, ben moi, je pense un petit doute par rapport à ce qu'ils disent. Ouais, et puis on le voit, là, encore cette année, là, il y avait peut-être de la compaction, mais il y a une terre qu'on a achetée il y a 5-6 ans d'un gars qui faisait soya sur soya dans une terre lourde, puis les rangs sur le bord du fossé, là, que j'étais un peu plus loin, il était un pied plus haut qu'à l'intérieur du champ. Là. Est-ce qu'il y a peut-être un peu moins de compaction, il y avait peut-être un peu plus de chaleur à cause de l'herbe du fossé, je sais pas, mais... C'est sûr que les 10 ans qu'il a fait soya sur soya, on le voit un peu partout. Là. L'historique, quand je regarde mes rendements champ par champ, les champs qu'on a depuis moins longtemps, là, qui avaient un historique moins bon, c'est toujours les moins bons. Ça nous encourage à continuer à faire ce qu'on fait. Là. Ouais. Mais, moi, ce que je dis toujours, c'est que qu'est-ce qui est bon avec du soya IP, c'est que quand on voit qu'il commence à avoir des problèmes de mauvaises herbes, parce que probablement vous ne faites pas déjà des assez bonnes rotations. Fait que ça pousse les gens à faire des bonnes rotations. Le monde n'en font pas à cause de ça, là, on le dira pas. Là. Mais en faisant du soya Roundup, des fois, ben là maintenant on a des mauvaises herbes résistantes au Roundup, mais les gens pouvaient en faire, sans avoir de signal d'alarme qui leur disait « Hey, il faut que tu fasses autre chose que du soya. » Quand on fait du soya conventionnel, 3 ans de suite, ben tu as ta réponse. Les mauvaises herbes commencent à être assez difficiles, le contrôle des mauvaises herbes. Là. On disait un peu en joke tantôt par rapport aux cercleurs. Comment vous voyez un peu justement le défi dans le futur de ces mauvaises herbes-là? Est-ce qu'on est en continuant à faire des bonnes rotations, en continuant à faire tout ça, on va réussir à bien réussir à travers tout ça? Ou est-ce qu'on s'en va? C'est sûr que le cercleur va être l'option, on peut dire, finale. Là. Moi, si je ferais comme un peu des paliers, on va commencer en faisant des bonnes rotations. Si on sème un peu plus de maïs, ben le maïs... Des cultures qui peuvent compétitionner les mauvaises herbes comme le maïs va nous aider. Puis après ça, il y a aussi des plantes de couverture. Ceux qui veulent semer dans des couverts de seigle, des choses comme ça. Les effets allopathiques du seigle vont nous aider aussi à contrôler la mauvaise herbe. Fait que les rotations, après ça, on pourrait parler de rotation d'herbicides là, qu'on fait chez les fermes. Là. Fait que faire des rotations, des chimies différentes dans le maïs et dans le soya. Mais quand nos chimies vont venir à avoir une certaine limite, le sarclage va peut-être venir en faisant un compromis, en faisant un prélevé. Puis on revient avec un coup de sarclage dans notre soya par la suite. Là. Faire une combinaison du désherbage chimique puis mécanique, je pense que ça va venir. Là. Puis on sait jamais, peut-être un jour il va y avoir des primes ou pas. Des primes ou un entre-deux entre du soya biologique puis du soya, on pourrait dire, à contrôle de mauvaises herbes, on pourrait dire, ou agriculture raisonnée. Qu'on fera un mélange de désherbage mécanique puis de désherbage chimique ou qu'on... Il va falloir que je travaille là-dessus avec mes clients. Il va falloir que je commence à positionner ça. Du soya écologique au lieu de biologique, ça pourrait se vendre. Voici une nouvelle prime, une surprime, il faut que tu payes, monsieur. Okay. Ben oui, ça devrait se vendre bien parce que ça serait plus écologique que du soya biologique. Écoute, je t'amènerai au Japon avec moi pour vendre ça, Maxime, ça va faire plaisir. T'as l'air à vouloir l'expliquer mieux que moi. Oui, si on peut vendre du soya à 200$ la tonne, je pense qu'il n'y a personne qui va se plaindre de ça. Ah, mais tu sais, c'est sûr que c'est un... Puis tu sais, c'est un argument qu'on utilise beaucoup à l'export. Tu sais, dans le fond, le désherbage, que les produits coûtent plus cher, que il faut porter une attention, que les producteurs ont besoin de plus de temps, qu'ils dépensent aussi un petit peu plus de temps, de leur temps, que
que tout ça s'en va dans la prime, c'est un argument qu'on utilise probablement toutes les entreprises qui font du seuil IP. Là, je parle pas juste de Prograin. Fait que c'est sûr et certain que ça fait partie de notre argumentaire. Puis ça fonctionne, ils le comprennent parce qu'ils l'entendent de tout le monde, parce qu'ils le voient quand ils viennent, puis qu'ils voient que les champs sont pas nécessairement, pas sales, mais pas 100% clean. Puis je dis pas non plus que des champs de Roundup, c'est tout le temps super propre. Il y en a des champs de Roundup qui sont pas super propres, mais c'est ça. C'est sûr et certain que nos clients, on se donne année après année des moyens pour justifier le coût qu'on veut retransférer dans le champ parce qu'on le sait ce qu'on a besoin de ramener pour que ça soit rentable. Là. Je pense aussi, on voit le prix des terres qui augmente, les taux d'intérêt augmentent. Un revenu additif qu'on peut aller chercher en faisant du CIP, aller chercher une prime, je pense qu'il y a un avantage à ça. Là. C'est ça, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui sont prêts à lâcher 20-25% plus de revenus. Là, c'est de plus en plus difficile. Puis on le voit, là, le seuil qui baisse aussi là, depuis quelques semaines. Ça a son impact aussi dans les prises de décision des fermes. Oui. C'est vrai que les primes, avec les nouvelles primes là, qu'on voit là, cette année, ça a quand même beaucoup augmenté. Là. Ben, pour l'année prochaine, je veux dire. Là. Je pense que ça donne un incitatif aussi à s'acheter une moto pour dépister des champs. mais c'est sûr que c'est ça. Si on s'est resté aux mêmes primes qu'il y a 7-8 ans, là, il y en aurait plus qui auraient lâché. Là, parce que sinon, moi, je tiens à dire qu'on n'a pas reculé si loin que ça. Puis les herbicides coûtaient pratiquement plus cher. OK. C'est pas le fait que les prix d'herbicides ont augmenté, c'est le fait que, vu qu'on a développé des résistances, des fois, il faut mettre plus de bouillie ou des combinaisons de produits. Parce qu'on parlait un antigraminé avec un antiferlage en poste levé qui nous coûtait 15 plus 8, 23 $. Ben, il n'y a pas si longtemps, juste l'antifeuillage, il nous coûtait 25. Puis l'antigraminé nous en coûtait 15. Fait qu'il y a quand même certains produits qui ont diminué. Qui ont diminué. On ne parlera pas des derniers 4 ans. Là. Il n'y a rien qui a vraiment diminué des derniers 4 ans, mais je recule à plus loin, à 10 ans passés. Là. On avait des prix de produits pour certains qui étaient plus faibles. Là. Mais c'est vrai que les génériques, des fois, ça peut être un game changer. Puis c'est le même calcul quand tu parles de fongicide. Fongicide, je pense qu'il y a des fongicides tu peux avoir un gain de rendement, mais c'est juste financièrement, c'est un point d'interrogation. C'est pas à chaque année. Mais si les prix des fongicides baisseraient beaucoup, mais là, ça serait un game changer. Ça serait, ben oui, à ce prix-là, on va le faire par défaut, on va le faire avec notre application. Fait que des fois, il y a des choses dans l'industrie qui changent le calcul complètement. Ben, le message est envoyé. Voyez ça à Baker, là, s'il vous plaît. Si vous écoutez, faites de quoi? Je sais pas savoir. Ben, t'as pas espoir avec ça? Ah non, ok. mais sinon, là-dessus, je pense qu'on a fait un peu le tour des topics qu'on voulait parler avec vous. On rencontre, je pense que si on peut faire un wrap-up de tout ça, c'est avec l'organisation, le planning que vous avez, parce que tu parles un peu de l'entreprise avec les patates, un peu de résistance, un peu la grandeur d'entreprise que vous avez, vous réussissez bien à vous démarquer puis à bien réussir là-dessus. Et je te laisserai le mot de la fin pour terminer le podcast. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la saison 2024? 2024, c'est ça, la simplicité, là, que ça soit juste simple, là, que les prix fonctionnent, qu'il n'y ait pas de pluie pendant les semis. C'est juste la météo, là, je vais être heureux. Là. Ça, c'est du wishful thinking, ça. Des fois du temps, on est difficile. Hein? On veut qu'il pleuve, mais on veut pas trop qu'il pleuve. Pas trop. À ce moment-là, pas là. Un petit bouton pour la pluie, là. Cool. Ben, excellent, on va te souhaiter ça pour la saison 2024. Sinon, encore, merci beaucoup pour votre participation. Ça a été un podcast super intéressant et instructif. Absolument. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Yes, merci.